Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir l'auteure, compositrice, interprète Suzanne. Elle qui s'est fait connaître du grand public avec son album Toy Toy, 20 millions de streams, rien que, et qui a été révélation de l'année aux Victoires de la musique, revient avec Clit is Good. J'adore ce jeu de mots, je suis complètement fan. Son nouveau track qui sort littéralement la veille de cet épisode. Donc je trouve qu'au niveau timing, on est pas mal. T'en penses quoi? On est pas mal du tout. Je pense qu'on est bien, ouais. Toi et moi, on va un peu rembobiner dans ta carrière. Si j'ai bien compris, dans ton esprit, quand t'étais ado, tu te disais, moi, ce sera la danse et pas la chanson, c'est ça? Ouais. Écoute, là, tu m'as introduite avec une très belle intro où on parle beaucoup de mes victoires. Mais avant d'arriver à tout ça, c'est vrai qu'il y a eu quelques échecs. Et notamment celui-ci, que j'ai considéré comme un échec parce que j'ai commencé par la danse très tôt. Je crois que je suis entrée au conservatoire, je devais avoir 6 ans. Ah là là, donc tu vois, c'est vraiment tout petit. Hein, petite. c'est quand on te fait des couettes là comme ça sur la tête, petit chignon. Tu bien mets serré. bien serré, pas une mèche qui dépasse. Premier juste au corps, premier collant, premier chausson. Enfin, tu vois. Et moi, j'étais, j'avais très envie d'être danseuse, comme Aurélie Dupont. Donc danseuse étoile, carrément. Je m'étais pas mis des objectifs. Ouais, t'étais là, quoi. On était là. Et en plus de ça, alors moi j'ai fait j'ai été au conservatoire 1 an ou 2 aussi. C'est déjà belle expérience. Avec les courbatures qui allaient avec. C'est pas un cours classique, c'est littéralement un cours pour devenir pro, quoi. Ouais. T'es pas là pour le fun. Non, je pense que non, malheureusement déjà à cet âge-là, moi j'étais là pour le fun, mais c'est vrai que dans ces conservatoires parfois la pression arrive très tôt. Mais ouais. Après effectivement la danse classique c'est si t'en as fait tu sais bien, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail et pour arriver à la fin à avoir du résultat, effectivement il faut de la rigueur, il y a pas de... Ouais, pour vous situer, il y a même pas de spectacle de fin d'année, quoi. On est vraiment là pour apprendre un métier. Exactement. Enfin, nous, il y en avait un par an et vraiment, c'était 8 mois d'entraînement tous les samedis. Enfin, tu vois, du lundi au samedi, c'était très sérieux, quoi. On prenait ça au sérieux. Et du coup, moi, j'ai poussé la porte de ce conservatoire pour apprendre à danser, pour danser, en fait, tout court, parce qu'à cette époque, je dansais partout, chez moi, dans les supermarchés, dès qu'il y avait de la musique quelque part. Je veux tellement. Donc, tu vois, les gens qui sont piqués par la danse, j'en fais partie. Et donc, ma mère, au bout d'un moment, s'est dit, je vais l'inscrire dans un vrai cours. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Okay. Voilà. Et tous les jours, donc, j'allais dans ce conservatoire parce que c'était sport-études. Tu sais, c'est cette fameuse... Ouais, où c'est aménagé. Truc, horaire aménagé, tu vas à l'école le matin, tu vas à la danse l'après, mais c'était ça ma vie en fait. Moi, ma vie a commencé vraiment dans ce conservatoire. Tu t'étais dit que tu ferais les petits rats de l'opéra ou pas? Bien sûr. Parce que moi, c'était je m'étais dit, bien sûr. J'étais allée voir, je me rappelle, l'Opéra Garnier, je devais avoir 7-8 ans. Et j'avais trouvé ça fabuleux et je m'étais dit un jour j'y danserai, en tout cas, je m'exprimerai dans cet Opéra Garnier. Suzanne Dupont, quoi. Ouais, Suzanne Dupont. Je sais pas si ça va arriver, du coup, puisque aujourd'hui, je fais pas de la danse classique pure et dure, mais peut-être qu'un jour, je sais pas, je pourrais faire un concert à l'Opéra Garnier avec des danseurs. Enfin, je sais pas, écoute. Moi, ce que je dis, c'est qu'on pose ça là, c'est enregistré. Ouais, voilà, c'est posé. Comme ça, quand tu le feras, je pourrais dire, voilà, tu pourras revenir et trop bien. Ce serait fou. Ce serait fou. Rien n'est impossible. Je sais que j'ai reçu Kamel Wally dans La Leçon, qui a fait littéralement la chorégraphie alors c'était un opéra lui, et c'était pas un ballet. Waouh. Et tu te dis, tu vois, parfois, c'est clair, c'est le choc des cultures et complètement. Passer de la Starac à l'opéra, en même temps, ça montre aussi qu'il a, la danse est universelle et qu'il a un large vocabulaire, donc c'est chouette. Ouf. Donc Suzanne à l'Opéra Garnier. Écoute, peut-être un jour. Bon, avant ça, il y a eu donc quelques échecs. On va revenir à ça. Ouais. Pas mal d'échecs, mais notamment celui-ci, au conservatoire. Ça dure combien de temps cette formation? Bien 10 ans. Je reste bien 10 ans dans ce conservatoire, tu vois, de mes 7 à mes 17. Donc c'est tous les jours, c'est j'en ai déjà parlé, mais c'est quelque chose qui m'a marqué, donc qui va pas partir tout de suite, mais c'est pesée du mercredi. Tu vois, la petite pesée où il y a la balance en plein milieu du cours. On est à peu près une 30aine de danseuses, c'est une par une. T'as quel âge? J'ai 14-15 ans là à ce moment-là. Donc tu vois, en pleine puberté, oh la vache. Le moment où le corps il change. Donc en plus, la danse, t'as quand même un rapport où quand tu rentres dans une salle de danse, il y a des miroirs partout. Donc il y a quand même ce truc où tu te regardes, tu te juges. C'est déjà pas évident.
à cet âge-là, mais en plus les adultes, petit juste au corps moulant, tu rentres le ventre, tu rentres tout, enfin tu sais plus quoi rentrer. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où malheureusement, il y a une incohérence entre utiliser son corps et se sentir libre. C'est ce qu'on est censé faire pour arriver à danser, bien quoi. Et puis en même temps, tu te sens tout pas bien, tout petit, tout étroit parce que il y a ce jugement sur le corps et sur le poids, sur les lignes. Et ça, c'est quelque chose qui peut un petit peu abîmer, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça m'a un peu abîmé à cette période. Les amis que j'avais autour qui ont peut-être encore plus subi que moi ce que j'ai pu subir. Et puis à 14 ans, c'est perturbant déjà de se mettre dans le crâne l'idée de l'importance du poids. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. T'es encore un peu enfant et donc un peu naïf. Tu commences tout juste à t'acheter des magazines un peu de nana, tu vois? Et puis ça met la presse, ça aussi, quoi. Il y a quand même ce truc que tu dois être comme ci, comme ça, comment être une femme, tu vois? Il y avait quand même ce truc-là. Moi, je me rappelle de mes copines qui se maquillaient le matin. À 14-15 ans, enfin tu vois, c'était le moment où on commençait à sortir les mascaras, le mascara, était là, waouh. Ouais, moi j'étais en retard là-dessus. Je t'avoue que j'étais hyper en retard. Ça m'intéressait pas forcément mon apparence. Enfin moi, je voulais juste aller danser. Et c'est vrai que même ça, on me l'a reproché assez vite, quoi. Tu vois, le fait de pas être dans une féminité comme on doit le faire. Donc se maquiller, faire attention à son poids, porter des vêtements de femme, donc des robes, des talons. Ouais, c'était vachement comme ça. Enfin, en tout cas, dans les femmes qui m'ont entourée et les professeurs, tu vois, en règle générale, il y avait une certaine idée de la féminité aussi. Une danseuse, elle doit être élégante, elle doit être très femme, une danseuse. Tu vois, tu peux pas arriver c'est vrai, enfin, tu vois, c'est un peu ce truc-là. Puis symboliquement, c'est con, mais tu vois, ce juste au corps, c'est collant. Tu rentres dans un moule aussi littéralement, quoi. Ouais. Je pense qu'on peut le dire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi d'entrer dans ce. Enfin, moi, je l'ai mis tous les jours, plusieurs fois par jour, et ouais, effectivement, tu te sens quand même dans un truc où t'es étriqué, un petit peu étriqué, ouais. Le classique, c'est ça. C'est pas. Tu devais faire du contemporain, peut-être. J'ai fait ensuite. Donc, il y a eu le classique. C'est tu commences par ça. Ensuite, il y a le contemporain, il y a le jazz. Mais justement, tu vois, j'entendais des profs. À un certain moment, on nous demandait de choisir en fait une option. Et vers 15-16 ans, voilà, on te dit tu choisis classique, jazz ou contemporain. Et les nanas qui avaient pas forcément l'allure ou le corps précis pour être danseuse classique, pour le coup, on leur disait non, tu choisiras pas classique, tu choisiras donc jazz ou contemporain, quoi. Catégorie, quoi. Ouais, limite. Et enfin moi, limite, j'ai toujours entendu ça comme ça, alors qu'aujourd'hui, la danse contemporaine prend énormément de place dans ma vie, que je l'ai découvert plus tard finalement. Le jazz aussi, enfin le hip-hop que j'ai pas eu le temps d'essayer, mais que je trouve fabuleux. C'est ce que j'allais dire, ce serait tellement cool d'avoir une option hip-hop, imagine. Bien sûr, et ça y était pas. Moi, j'avoue que j'aurais adoré pouvoir, aller dans ce côté un peu urbain, le côté street et le soul, tout ça, mais non, c'est pas arrivé. Mais tu vois, encore une fois, même ça, en gros, ce qu'on dit aux gens, c'est que y a pas tout le monde qui peut danser. Et ça, je suis pas d'accord avec ça, quoi. Vraiment, pour moi, chaque humain doit danser, peut danser, peu importe le corps qu'il a. C'est une façon de se libérer, quoi. Et toi qui es chanteuse, je pense que tu pourras que pousser ça aussi. Tu sais, en France, c'est pas du tout culturel de chanter. Il y a plein de pays où tout le monde chante, c'est hyper joyeux. Et donc en France, on est beaucoup à se dire « Oh non, je sais pas chanter ». On est pudique. Ouais. Je crois qu'on est vachement pudique. En même temps, c'est vrai que c'est dur. La voix, c'est quelque chose d'intime, mine de rien, quoi. La voix, quand tu la sors, moi, c'est vrai que, tu vois, c'est intéressant, mais j'ai beaucoup dansé au départ. Ma voix est arrivée plus tard dans ma vie. Et j'étais habituée à faire des spectacles de danse. Donc déjà, c'est pas évident avec le corps, mais au moment où j'ai dû sortir ma voix, ça a été une vraie étape, quoi. Tu vois, j'ai senti que c'était une vraie étape. Et je comprends que pour les gens, ce soit un peu, qu'ils aient un peu de pudeur par rapport à ça. C'est vrai que quand on va dans d'autres pays, moi j'ai eu l'occasion d'aller un petit peu ailleurs, on entend les gens chanter dans la rue, même des gens qui chantent pas forcément professionnellement ou bien, quoi. Tu vois, même pas cette réflexion-là. Non, du coup, en fait, non, juste on profite chante, de l'expression de cette personne, de son élan de joie. Ouais. Et ça, c'est chouette, vraiment. Ça, pour le coup, j'y avais pas vraiment pensé là avant de discuter avec toi, mais je trouve ça dommage qu'on chante pas plus souvent parce que je sais que on est beaucoup, tu sais, au quotidien à chanter en faisant la vaisselle, déjà pas mal. En faisant sous la douche. Tu chantes sous la douche? Tout, évidemment, mes pauvres voisins.
Et c'est vraiment une manière de sortir tes émotions. Ouais, bien sûr. Mais comme par ailleurs, on se contient beaucoup par rapport à plein de cultures, ou même, je sais pas, à l'église où tout le monde chante du gospel, tu vois, aux États-Unis, tout le monde chante, quoi. Carrément. Bah, ça fait chier, nous, qu'on se retienne là-dessus. Oui, c'est vrai, ça fait chier. On se retient trop sur s'exprimer, en fait. Ouais. Tu vois, que ce soit en chantant, dansant, enfin, même en soirée, tu vois, parfois, Bah on est un peu là. On sait tous qu'on est venu pour ça. On sait tous qu'on est venu pour danser. Et au final, on se regarde un peu tous et il faut attendre peut-être d'avoir quelques verres avant de se lâcher un petit peu. Alors que pour moi, il faut pas attendre les quelques verres pour arriver à se lâcher spontanément, quoi, tu vois. Ah bah, le gouvernement en charge de la prévention contre l'alcoolisme validera ce message. Voilà. De rien, c'est cadeau. Et donc, du coup, tu commences à regarder peut-être et à te comparer aux autres en mode, est-ce que je suis moins féminine? Ouais, bah, y a ça forcément, tu vois, forcément. Ouais, c'est une bonne question parce que quand on commence à te montrer, tu vois, te dire en gros, bah, regarde-toi toi-même, regarde comment tu peux. T'es comme ça. T'es comme ça, tu renvoies ça, bah forcément, ouais, tu regardes les autres à côté, tu commences à te comparer, à te dire bon bah mince, je suis un peu différente ou je suis un peu pas assez ci, pas assez ça. Ouais. Et ça c'est un vrai fléau, quoi. Je pense de quand on commence à regarder les autres autour et à se sentir mal. Je pense qu'on entre dans une sphère qui est pas c'est clair, qui est destructrice, quoi, complètement. Et je pense qu'il faut arriver encore une fois à être c'est très dur, hein, c'est ce que je dis, mais être à l'aise avec soi-même, en se regardant soi uniquement, sans regarder tout ce qu'on nous montre autour aussi, ces pubs, ces femmes qui sont parfaites, qui ont été retouchées, ces filtres. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque qui est très comme ça, quoi. On se montre pas vraiment soi-même. Alors, on dit tout le long, on veut être nous-mêmes, on défend ce truc-là de il faut être soi-même, il faut casser les codes, etc. Et finalement, on n'arrive pas à poster une story sans mettre un filtre. C'est clair. Donc, et moi la première, tu vois, moi, je sens que je suis touchée aussi par ces choses-là. Et je me dis, sois plus intelligente que ça, mais je sais même pas si c'est une question d'intelligence, quoi. C'est une question de. Quand t'as été formée de conditionnement, on est conditionné un peu à ça. Et mais c'est bien qu'on s'en rende compte déjà et qu'on arrive peut-être à sortir un peu de ces nouveaux codes. Bah déjà maintenant c'est con, mais on voit plus de corps. Je me souviens, t'es née en quelle année toi? 90. Ah ouais, donc 91, donc même époque. T'inquiète, tu sais. Et moi je voyais les filles dans les journaux à l'époque. Tu te rappelles, c'était hyper la tendance, c'était des filles très très maigres. Complètement. Et moi mes seins ils ont fait pop, mon cul a fait plouf, tu vois. Et je me sentais vraiment tellement pas belle dans les codes, tu vois. C'est horrible. De maintenant se dire ça change, que tu te sentais pas belle, tu vois, en regardant les femmes. Et tu sais, quand on se sentait grosse et tu regardes les photos et t'es là, donc ça je dois pas l'avoir, mais tu vois, j'étais grosse. Ces trucs de les jambes, quand on pose sur une photo, faut pas que ça se touche. Ah oui, il faut qu'elle soit écartée. Faut qu'elle soit un peu écartée. Faut tu vois le menton là qui est pas forcément de. Ah bah non. Enfin bah non, la poitrine évidemment elle doit être présente mais pas trop, mais pas trop, tu vois, il y a quand même ce truc là. Moi aussi c'était Ketmos, c'était petit sein. Ouais, bah c'est vrai que moi j'avoue que quand ma poitrine a commencé à comme toi pouf, déjà j'ai pas compris ce qui m'arrivait à moi-même, c'est quand même perturbant. Et puis c'est surtout que le regard des autres tout à coup a changé. Ah ouais, de ouf. Et là tu te dis mince, pourquoi tout à coup on me regarde de cette manière. Tu sens que t'es sexualisé, hein, je vais pas y aller par quatre chemins. Hein. Clairement, moi, quand j'ai commencé à avoir de la poitrine, j'ai ressenti le regard des gens qui étaient tout à coup différents, alors que moi, je me sentais complètement petite fille encore. Ça change j'étais pas encore, tu vois, dans ma tête, le temps que... Attendez, le temps que mon cerveau arrive à la hauteur de mes seins, 2 secondes. et puis, ça, j'ai trouvé ça assez dérangeant, tu vois, de me dire, ah mince, j'ai une poitrine qui est trop grosse. Moi, pendant un moment, j'ai complexé. Parce que je sentais que j'attirais des regards sans le vouloir et que du coup je me suis beaucoup cachée, quoi. C'est cacher, faire attention et ça aujourd'hui, tu vois, non, c'est fini parce que je me dis je suis comme ça, on m'a faite comme ça, je vais pas m'aplatir les seins, je vais pas là le petit gras là que j'ai sur les hanches, il est là. Pour moi, ça c'est le kiff de la trentaine, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Mais on met longtemps à arriver à ça, je trouve. Ah ouais, ça met du temps. Et c'est normal et c'est pas grave de pas déjà être totalement bien dans sa peau à 20 ans. Moi, je sens que j'ai encore un gros chemin à faire. Moi aussi. Voilà. C'est clair. Il y a des jours où tu arrives à te regarder, des jours où tu n'y arrives pas.
C'est en fonction de ton cycle aussi, putain. Ouais, je suis assez c'est d'accord. chiant. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Ouais, c'est les cycles, c'est les hormones. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'aimerais poser la question à un garçon aussi, tu vois. Est-ce qu'un garçon, quand il se lève le matin, alors ouais, il a peut-être moins les histoires d'hormones et tout ça, tout ça, mais si je suis sûre que ça doit pas être si simple non plus. Ouais. Moi, j'en parle à des garçons aussi. Ils le disent, leur corps aussi. Aujourd'hui, on leur met de la pression. Les mecs, faut qu'ils soient musclés, faut qu'ils aient une certaine taille. Je suis d'accord. Enfin, tu vois, leur virilité, encore une fois, ça passe par toutes ces choses-là, quoi, la musculature, tout ça. Et je pense que les mecs aussi se sentent mal à l'aise dans leur corps. En fait, je pense un peu tout le monde. Nous, évidemment, on a encore plus. Parce qu'il y a cette histoire on en parle, mais nous, on est sexualisés en plus de ça. Tu vois, ce que les mecs, pour le coup, ont un peu moins. Il y a Charlotte Abramoff, avec qui j'ai réalisé le clip, qui me parlait d'une photo qu'elle avait postée. Donc, il y avait un mec, torse nu, une nana torse nu, tous les deux sur la photo. La photo a été censurée parce qu'on voyait le téton de la femme. Ouais, c'est ouf. Donc, la meuf, Charlotte se dit, c'est fou, quoi. Pourquoi on censure le téton de la femme et non pas celui du mec? Tout ça parce qu'il y a une forme sur le sein. Ok, du coup, elle prend ce téton du gars, elle fait un collage, tu vois, elle le met sur le téton de la meuf et là, la photo passe. Fantastique. C'est ouf. Voilà, j'étais obligée d'en parler parce que je me dis, c'est quand même, c'est là où tu vois qu'il y a aussi un déséquilibre sur la manière dont est vu le corps de la femme. C'est clair. Tout de suite. Et tu le dis pour les hommes, c'est vrai que c'est un truc dont on parle pas et j'ai un pote mec qui m'a fait remarquer ça et depuis je vois plus que ça. Quand tu re-regardes des rom-coms des années 2000 avec Ashton Kutcher, c'est un mec qui est mince, qui est grand, qui est musclé comme un gars qui fait du foot le dimanche mais genre tranquille, rien de voilà. C'est vrai. Maintenant ça n'existe plus un corps d'homme qui ne soit pas over bodybuildé. Non, c'est vrai. Je crois qu'on est entré dans une ère où le culte du corps, en fait. Je pense tout simplement, tu vois, que ce soit pour les femmes comme pour les hommes, mais les hommes sont aussi très touchés par ça. Je pense qu'on peut le dire. Un ado dans Riverdale, c'est un mec qui a 30 ans et qui est gaulé, et qui va à la salle tous les jours. Et forcément, un mec, je pense aujourd'hui, quand il enlève le t-shirt à la plage et que c'est la première fois qu'il enlève son t-shirt et qu'il a 15 ans et qu'il est pas encore tu vois, il a grandi, il est pas encore rempli, enfin, il est complexe, quoi. Moi, j'ai des frères et j'ai toujours entendu dire, vous êtes encore tout frêle, vous êtes encore tout, vous êtes des bébés. Enfin, tu vois, tant qu'ils ont pas la grosse voix, la grosse musculature, et c'est pas des hommes. Ok, d'accord. Ouais, je trouve ça bizarre. Enfin, moi, je trouve ça, et je trouve que c'est leur mettre la pression aussi, en fait, laisser-les grandir tranquillement, quoi. C'est clair. Ils iront à la salle ou pas, ils sont pas obligés. Et voilà. Clair. D'ailleurs, moi, j'y vais pas, donc je pourrais pas leur en vouloir. Non. Bon, moi, j'avoue, je fais un peu de sport quand même, mais pour mon plaisir, tu vois, c'est plus pour, en fait, pour mon bien-être, pour me sentir bien, pour faire ce que j'ai à faire aussi sur scène, voilà, exactement. Souffle, quoi. Mais c'est pas forcément pour être belle ou renvoyer quelque chose de regarder, c'est ce qu'il faut voir, quoi. Non. Ouais, carrément, c'est pour ton art, quoi. Je comprends trop. Mon souffle, c'est pas mal, ouais. Bah ouais, c'est pas mal, ouais. Quelques burpees, tu vois, ça peut servir, ouais. Et alors, t'as 17 ans, donc je refais cette petite frise. 17 ans, ça fait 10 ans que tu danses. Et donc, dans ta tête, il n'y a pas d'autre option que de devenir danseuse, j'imagine. Bah non, puisque je t'avoue que pendant 10 ans, c'est le discours que je tiens, c'est l'envie que j'ai. Mais cette envie, elle s'use. Je sens que ça s'use quand même. Je sens que ma passion s'abîme petit à petit. D'année en année, je pense la routine déjà. Ce truc de recommencer tous les jours, enfin c'est ce que nécessite la danse classique, mais c'est de la rigueur. La rigueur et de la routine. Donc il y a quand même ce truc où au début, tu vois, moi quand je te dis j'aimais danser, quand tu me passes une musique, boum, je danse et une espèce d'élan un peu spontané. Ouais. Là, ça l'était plus parce que c'était des exercices que j'ai réitérés tous les jours, les mêmes, mais il fallait le faire en mieux tous les jours. Et donc il y a un moment donné où je me surprends à regarder l'heure. Souvent, pendant le cours, et je me dis merde, je décroche, tu vois, genre je danse un peu mécaniquement, je sens que je suis plus nourrie par la même flamme, quoi, tu vois, un peu comme en amour, quoi. Je sens que le temps fait un peu mal les choses, que cette pesée du mercredi m'assomme de plus en plus, elle me pèse, clairement. Ouais, littéralement, quoi. Littéralement, ces trucs de nous faire cet esprit de compétition qui est constamment là. Limite, c'est impossible de se faire une copine, du coup, faire une vraie amie dans ces endroits-là, parce que finalement, il y a toujours ce truc-là à la fin de qui sera la première. Il y a un classement de 3 personnes. Si t'es pas dans les 3 premières, ta carrière pro, tu peux l'oublier. Donc, il y a quand même un truc un peu comme ça où, tu vois, où t'as le stress d'une adulte à 17 ans, quoi. Ouais.
Bah moi j'ai eu l'impression de pas avoir eu d'enfance. Franchement, oui, je le dis aujourd'hui, et je me rendais pas compte sur le moment, mais j'ai pas eu d'enfance, j'ai pas eu d'adolescence. Après, je crois que je le regrette pas. Je l'ai regretté pendant un temps parce que je me disais les autres copines, elles sont sorties, elles ont rencontré des gens, elles se sont fait des copains, elles ont dépassé un peu les limites aussi de temps en temps, mais c'est ce qu'il faut faire quand on est jeune. Et pourquoi aujourd'hui tu le regrettes plus? Je le regrette plus parce qu'aujourd'hui tout ça, ça me sert. Ça me sert, ça a été dur à avaler, ça a été dur à digérer, ça m'a un peu abîmé sur le moment, quelques années après aussi, mais une fois que j'ai réussi à me défaire de tout ça et à reprendre un peu possession de ma passion, de pourquoi je dansais, pourquoi tout ça, effectivement, je me suis dit cette rigueur qui a été nocive pendant un temps, aujourd'hui elle est motrice et c'est ce qui me permet d'arriver à évoluer en fait tous les jours, tu vois, dans mes chansons, dans ma danse, dans ce que je fais sur scène, ce que je propose. Voilà. Après, je sens que j'ai quand même une rigueur un peu maladive, quoi. Ouais. Je sens que il y a jamais un endroit où je me dis c'est bien. Bravo. Ah ouais, non, tu t'autorises toujours pas? Non, pas encore. J'espère que ça arrivera un jour, tu vois, j'essaye de travailler sur moi là-dessus. Là, le disque d'or, tu vois, je l'ai eu pas mal. C'est pas mal. Mais ouais, mais vraiment, je suis dans un truc comme ça alors que tu vois, il y a 2 jours, j'ai toutes mes équipes réunies qui me font la surprise de ce disque d'or. Évidemment que je suis émue et je regarde le chemin parcouru et je me dis c'est dingue, mais ça arrive 2 secondes, quoi, tu vois. 2 secondes, et après, je me dis, c'est travail. Ouais, il y a notre album. Comment gérer ça, quoi. Ouais, il y a une espèce de truc où, j'ai du mal à m'autoriser à être contente, et de me dire que je mérite un petit peu tout ça, parce qu'il y a eu du travail. Non, c'est quand même toujours ce truc de, le travail ne finit jamais, quoi. Tu vois, même s'il y a une petite victoire, oui, bravo, mais, allez, quoi, il y a la suite. C'est intéressant d'entendre ça parce que on voit un clip, on voit une chanson, on kiffe et tout, mais ça fait du bien d'entendre tout le boulot qu'il y a derrière. Ah, évidemment. À la base, c'est vrai que quand on entend une chanson finie, on voit le clip et tout, à la base, c'était du silence, quoi. Il y avait rien, il y avait moi toute seule avec cette chanson dans la tête. Est-ce que j'arrive à la sortir vraiment à haute voix? Est-ce que je vais arriver à mettre des mots dessus? Est-ce que je vais trouver les mots justes? Les images aussi, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais montrer? Donc tu vois, entre le début et le résultat, effectivement, il y a quand même beaucoup de travail, de réflexion, de discussion, je reviens dessus, je déconstruis, de doute. Là, je suis à quelques jours de sortir ce clip, j'en suis très fière, mais en même temps, t'as quand même mis le trac, quoi. Ouais, c'est normal. Est-ce que les gens vont me comprendre? Mais pareil, le jour où tu commenceras à regarder l'heure. Oui. Ça voudra dire que c'est. Ouais. C'est que c'est horrible de regarder l'heure. Enfin, en fait, moi, vraiment, quand j'ai commencé à regarder l'heure, alors que la danse, c'est quand même ma passion première, c'est ce qui me lève le matin, je t'avoue que ça a été très, très dur de me dire, s'il y a plus ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Voilà, exactement, en fait. Et parfois, je me dis, j'entends des gens qui n'ont malheureusement pas de passion, ou en fait, pour moi, tous les gens ont une passion, mais parfois, ils ne savent pas l'écouter. Tu vois, ils savent pas se dire, en fait, c'est ça qui me fait vibrer, c'est pour ça que j'aimerais me lever le matin, c'est ça qui me rend heureuse. Et parfois on met du temps aussi à s'autoriser ces passions-là. Bon, moi je me la suis autorisée assez vite, c'est juste que le contexte et les choses ont abîmé cette passion, mais qui est revenue en fait. Pour moi c'est comme l'amour, quoi. Si c'est le vrai amour, ça revient toujours. Et comment, c'est beau ce que tu dis, comment tu réussis à t'autoriser à te dire ok j'arrête, parce que ça a été une telle routine que ça t'a brainwashé pendant 10 ans. Tout d'un coup, c'est vertigineux de se dire j'arrête et je fais quoi? J'arrête. Moi, tout le monde me le faisait ressentir comme un gros échec. Effectivement, tu vois, si t'arrêtes maintenant, alors que t'as tout donné jusqu'à maintenant, aux portes de à la ligne d'arrivée. Pourquoi t'arrêter à la ligne d'arrivée? Et les gens avaient du mal à comprendre ça. Okay. Mes parents, ma mère m'en a beaucoup voulu parce que c'est vrai que ça a été des sacrifices aussi pour eux, quoi. Vrai, bien sûr. M'a emmené, la danse classique, c'est très cher. Fallait qu'elle m'achète des pointes toutes les 2 semaines. On est 4 chez moi. Enfin, je suis pas la seule enfant. Donc, vraiment, je sais aussi que mes frères et sœurs se sont sacrifiés, mine de rien aussi, quoi, pour moi. Donc, aujourd'hui, ils sont très fiers de me voir arriver là où je suis. Mais il y a eu un truc où, en gros, si t'arrêtes maintenant, c'est un gros échec et tu vas pas t'en remettre. Et moi, au fond, je sentais que si je ne m'arrêtais pas maintenant, ce serait abîmé pour toujours. Tu t'es écouté de ouf. Je me suis, mais bon, j'ai beaucoup culpabilisé. Tu vois, je me suis enfermée dans ma chambre d'ado dans le noir, à écouter Balavoine et des trucs badeux parce que j'étais là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Enfin, j'avais l'impression de survivre à ce moment-là, quoi. Tu vois, de me dire, mince, en fait, j'ai vendu du rêve à tout le monde. Je leur ai dit que je serais danseuse classique, danseuse étoile. Et finalement, moi-même, je crois que j'ai plus envie. Et ça a été dur à accepter. Et puis, en fait, là, j'ai tout détruit. Je te cache pas qu'à cette période de ma vie, tout était tellement déjà construit, alors que j'étais à peine
une ado, quoi. Je me toi-même. connaissais même pas, Bah je savais ouais. même pas qui j'étais. Bah oui. Doucement, quoi. Et que tout était déjà trop figé pour moi. Et je pense que ça, c'est dans ma personnalité aussi. J'ai eu besoin de tout casser, de tout me réapproprier. Je le faisais plus parce que là, je savais plus si je le faisais pour moi, si je le faisais pour rendre fier mes parents ou les profs ou tous ces gens à qui j'ai dit que je serais danseuse. Donc ouais, à ce moment-là, j'ai plus du tout dansé. Comment? Bah, j'ai arrêté déjà, j'ai dit stop, je m'en vais. Du jour au lendemain, bah, je t'avoue que mes journées c'était complètement bizarre parce que ouais, j'avais trop de temps libre. Bah limite, ouais, quoi. tout à coup limite, je me dis mais quoi faire de Qu'est-ce ce que je temps vais faire, ouais, Mais ça. vraiment, ça a été perturbant pour moi. Et du coup, bah ça a été moment un peu de flou, tu vois, genre vraiment où quand t'es ado, on te demande toute la journée ce que tu veux faire plus tard. Moi, je savais à peu près, mais du coup, je savais plus. Donc tu vas au CDI avec la dame du CDI. Exactement, avec la dame du CDI Oh, qui te dit, bah moi je lui dis, bah écoutez, moi j'étais danseuse, j'aime chanter, je crois que j'aime tout ce qui a un rapport avec l'art, la scène, le spectacle. Non mais c'est pas un métier, mademoiselle. Ah bah donc oui, bon, ça évidemment, j'ai dû essuyer tout ça derrière, quoi. Tu vois, déjà j'étais dans une zone où, bon bah je savais plus trop où j'étais. En même temps, les adultes qui avaient autour de moi me faisaient comprendre que dans tous les cas, ce n'était pas une bonne option. Voilà, Okay. Danseuse ou chanteuse, t'as bien fait d'arrêter. C'est pas un vrai métier. Donc bon, ça m'a pas aidé à, tu vois, à me remettre en scène. En toi, tu veux non. dire? Ouais, moyen. je vois vaguement ce que Mais tu bon, veux en même temps, ouais, voilà, tu vois, moi, là, je leur parlais d'un métier qui est un peu spécial. Ok, je l'entends, mais on arrive aussi à entendre des gens qui veulent faire juste un bac L, à qui on dit non, mais y a pas de débouché. Mais tu sais que j'ai pas fait L pour cette raison-là. J'adorais lire, j'aurais adoré. C'est pas normal pour L. moi, tu vois, de priver les gens de faire. Alors du coup, ils vont prendre ES ou S parce que tu comprends, il y a plus de débouchés. Et finalement, regarde aujourd'hui, tu fais quoi? T'es encore avec les mots, t'es encore en train de. Littéralement. Surtout que je suis arrivée à l'ISCOM, l'école de com que j'ai faite. Il y avait la moitié de la classe qui avait fait L. J'avais les glandes. Bah ouais, mais tu vois, fait chier. Comme quoi, en fait, je crois que c'est s'écouter soi-même. Là, tu vois ce qu'on est en train de ressortir de tout ça. Et même s'écouter soi-même, même dans des zones où on est un peu dans le flou. Et même si c'est pas beau, propre, ça fait rêver, tu vois. Ouais. Parce que ça aurait été plus facile de continuer à faire le rêve de tout le monde. Tu continues. Je sais pas si ça aurait été plus facile. Franchement, aujourd'hui, je me dis, confortable. Peut-être plus confortable parce que j'aurais pas fait des choix aussi nets, quoi. Tu vois, aussi cash qui peuvent déstabiliser. Mais moi, en tout cas, je pense que je me serais encore plus abîmée et je suis pas sûre que ça aurait été limite plus simple. Oui, par rapport aux autres, malheureux, mais certain. Par rapport à moi, ça aurait pas été simple du tout. Et franchement, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir eu ces quelques années où finalement, la danse m'a manqué, chanter m'a manqué. En fait, il a fallu ce manque avant de me dire c'est vital pour moi de faire tout ça. C'était pas un caprice, c'était pas un rêve de gamine qui ensuite doit s'évaporer. Non, là j'ai senti que c'était un truc qui était en moi, quoi. S'il y a pas de musique dans ma vie, que ce soit après moi, c'est la musique qui fait que je danse, qui fait que je chante, qui fait que j'y mets des mots, qui fait que tout ça. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit c'est cette musique qui me guide depuis le départ et reprends ça en compte, quoi, et essaye de suivre cet instinct-là, quoi, cet élan-là. Comment t'as fait au départ pour commencer à chanter? Est-ce que t'as pris des cours de musique? Est-ce que t'as rencontré quelqu'un qui faisait la musique et tu te dis on pourrait s'associer? Comment t'as fait? Et écoute, franchement, je crois que les premières fois où j'ai chanté, déjà j'avais la chance au conservatoire d'être accompagnée par des pianistes qui nous jouaient des petits morceaux et tout. Et c'était une connasse. Ah ouais, ah merde. Une connasse. Oh non, moi j'en avais des mignons, tu vois, ils nous jouaient des petits Disney et tout, et genre ils attendaient qu'on regarde si on reconnaissait la chanson, et moi j'adorais. C'est vrai, tu vois, quand je regardais l'heure justement à cette période et que le pianiste jouait une chanson que j'aimais bien, je chantais un peu en scred. Et puis après j'entrais dans ces vestiaires et je chantais fort. Tu vois, entre deux cours, j'avais l'impression de devoir me libérer avec de la voix. Je chantais n'importe quoi. Limite, tu te nettoies. Vraiment, juste ça sort et c'était agréable. J'ai chanté sous la douche, comme toi. Donc, jusqu'au jour où mon père, m'entend chanter sous la douche et je sors de là, tu vois, on va manger. Et il me dit, Tam, je trouve que tu as une très belle voix. Moi, j'adore t'écouter chanter. Oh, c'est trop mignon. Il me dit ça, tu vois, il me dit qu'il adore m'écouter chanter. Alors, j'étais toute rouge. Moi, j'étais toute gênée parce que je pensais pas qu'on m'entendait. Et en fait, là, petit à petit, je commence à me dire que je chante une chanson devant eux et puis c'était pas mal, c'était agréable. Et puis ça donne confiance en soi quand petit à petit, je reviens à ça et puis mon papa qui m'encourage, quoi, tu vois, genre donc je commence à chanter un peu comme ça, je prends quelques cours quand même, justement là pour le coup, c'est mon père qui est allé m'inscrire chez une dame là qui donnait quelques cours de chant et qui trouvait que
que ouais, j'avais déjà un peu de potentiel, donc bon, bah écoute, cool. Et puis donc je reprends des chansons du répertoire français, tu vois, je commence vraiment à chanter, et jusqu'au jour où les mots des autres me suffisaient plus, et où j'ai commencé vraiment à écrire mes chansons, mais ça c'est arrivé tellement plus tard. Tu vois, il a fallu un long chemin. Ouais, mais je te pose la question parce que je trouve ça compliqué de mettre le pied à l'étrier. Oui. Bah souvent dans les groupes d'adolescents, quand tu montes tes premiers groupes de rock, de machin, tout, c'est souvent des garçons, c'est vrai. Qui mixent. C'est 90% ouais, c'est vrai. Là, ça arrive de plus en plus. On commence, ça y est, enfin, à avoir des nanas qui arrivent à ces choses-là, des musiciennes. Mais c'est vrai, tu vois, ne serait-ce que de trouver une musicienne, c'est plus compliqué que de trouver ouais, c'est fou, hein. Un garçon. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, t'as raison, ça évolue vraiment vite. Et les nanas, elles écrivaient pas. C'est trop bien. Tu vois, il y a quand même un truc où les nanas, pendant longtemps, à part, moi, j'ai écouté Barbara. À part des chanteuses peut-être anciennes, encore elles étaient rares, celles qui écrivaient. Tu vois, je pense à Barbara. Parce qu'on les autorisait pas, en fait. Je pense à Véronique Sanson. Mais au départ, les nanas, elles se sont faites écrire les chansons par des hommes. France Gall, quoi. France Gall, qui a une carrière incroyable, tu vois. Mais j'avoue que moi, dans les chanteuses que je suis allée chercher, j'ai cherché aussi des femmes qui écrivent. Mylène Farmer écrit un peu ses chansons aussi, tu vois. Donc ça m'a mis le pied à l'étrier aussi de voir que d'autres s'étaient autorisés aussi à dire, bah je suis auteur, je peux écrire et je peux raconter ce que je veux dans mes chansons sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Et puis là, aujourd'hui, je pense que t'as un panel de nanas qui est très large, et du coup, je trouve ça chouette parce que les filles, tu vois, de 15-16 ans qui vont écouter des chanteuses françaises, elles peuvent aller chercher être comme ça, quoi. Ouais, elles se disent pas qu'elles doivent être comme ça. Il y a pas qu'un seul modèle de femmes, tu vois. Nous, on avait les L5 pour avoir un pas mal, en vrai, panel c'était pas mal, hein, les L5. Moi, j'ai adoré, mon hein. CD. Ouais, Spice Girl pour ma part, mais Alizée, Alizée génial, Lolita, moi Lolita. Ah ouais. Ouais, j'avoue, les Spice Girls, mais en fait, les L5, c'est tellement une copie des Spice Girls, je viens d'avoir un flash. Non, mais tu sais, ils ont formaté, ils ont dit, donc toi, tu seras Baby Spice. C'était l'époque des crews, quoi. Il y avait les bandes de mecs. Bah, d'ailleurs, même, tu vois, les bandes de mecs, on prenait pas des mecs chétifs. C'est clair. Ils prenaient des mecs musclés. Fallait ouvrir la chemise, hein. Voilà, fallait ouvrir la chemise, la tomber, qu'il y ait quelques abdos là-dessous, quoi, tu vois. Donc en fait, tu vois, mine de rien, ça fait longtemps que... Ouais, c'est bien, c'est cool, ça bouge et franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait un peu bouger les lignes, donc c'est chouette. Ça, c'est trop cool. Et donc, tu dis que t'as quelques années de flottement jusqu'à... J'ai quelques années de flottement où finalement, il faut que je me sépare vraiment de cette danse, de vouloir faire ce métier. Enfin, tu vois, j'arrête un peu, j'oublie de rêver. J'oublie de rêver à ce moment-là. Je me dis, bah, de toute façon, j'entre dans la vie d'adulte, donc je crois qu'il faut arrêter de rêver dans la vie d'adulte. Ouais, en plus, on t'a assez cassé ton Ouais, on m'a cassé rêve, dans mon délire. Et puis pourtant, voilà, j'étais quand même une petite fille assez... pas sûre de moi, mais si, quand même, quoi. Tu vois, je savais ce que je voulais, en tout cas. Et puis là, à ce moment-là de ma vie, bah, je savais plus du tout. Donc, il a fallu attendre de me poser les bonnes questions. J'ai fait plein de petits boulots. J'ai été chorégraphe au Club Med, à faire les Crazy Signs. Ouais, les danses du soleil. Bon, je t'avoue que c'était pas ma passion. Mais c'était rigolo. Mais ouais, quand t'as fait 10 ans de danse, je t'avoue que faire les Crazy Signs, ça fait un peu mal. Mais c'était une bonne expérience, encore une fois. J'ai été serveuse, pendant un petit temps. Et c'est vraiment là où j'ai eu l'urgence ça s'est fait, genre, quand je dis du jour au lendemain, comme une envie je sais pas. J'ai eu besoin de danser, j'ai eu besoin de me remettre à ces choses-là, de chanter, de réécrire, ça s'est fait boum boum boum, c'est genre puzzle, quoi. Ouais, puzzle de vie, plus le choix, je sens que c'est maintenant. J'ai à peu près 23 ans, 23, 24 ans, et je me dis je fais plus plaisir aux gens, je me fais plaisir à moi. Bam. Et je crois que mon seul plaisir dans cette vie, c'est de chanter, de danser et d'écrire des chansons. Donc je m'y mets. Enfin. J'ai super peur de l'échec. Je suis une nana qui me paralyse au moindre truc. J'ai tellement peur de pas faire bien que surtout je préfère ne pas faire. Surtout quand t'as fait du classique, ça te formate. Ça te formate de ouf. Et du coup, les premiers jets, je t'avoue que c'est dur. J'écris, je jette. Finalement, je rejette pas. Je vais rechercher. Enfin bon, je sens que c'est une zone d'inconfort. Mais en même temps, ça m'intéresse parce que je me dis, si j'ai peur, si je me sens inconfortable, c'est qu'il faut que je le fasse. C'est qu'il y a peut-être un truc, ouais. Voilà, donc je creuse et finalement j'écris ce premier album, quoi, Toy Toy. Je pense pas que les chansons seront écoutées. Moi, j'écris ça sur un coin du bar dans lequel je travaille dans le 20e,
Entre-temps, oui, voilà, T'es je la quitte le J.K. site. Rowling du... Exactement, je suis la J.K. chanson. Rowling de la chanson française. Mais ouais, mais c'est vrai, c'était la merde à ce moment-là dans ma vie. Je venais de débarquer à Paris. Je viens de trouver un job dans un resto qui est en bas de chez moi. Bon, c'est cool. Franchement, c'est le début de quelque chose. Je suis pas là où je veux. Je rêve tous les jours de chanter, de limite de chanter à l'Olympia, mais je me sens bloquée. Je me dis, t'y arriveras jamais. Tu vois, je me revois passer la serpillière tous les jours. Bah oui. Et me dire, en fait, c'est des rêves. Ça se réalisera pas. Tu vois, genre, arrête de triper. Et il y a des jours où non. Il y a des jours, je me dis, tu le ressens comme une évidence, va au bout, quoi, tu vois. Putain, c'est C'est ouf, vraiment, il y a des jours avec, des jours sans, quoi. Vraiment, les jours sans aident aux jours qui derrière, c'est clair. sont avec, mais ça, c'est un long chemin, encore une fois. Mais ça m'arrive encore aujourd'hui, hein. Je veux dire, j'ai beau écrire des chansons, tu vois, j'ai beau avoir sorti un premier album, avoir eu ce disque d'or, avoir eu cette révélation scène, avoir une tournée immense. Mais moi, je me rends pas encore compte. Tu vois, pour moi, c'est encore, c'est vraiment en train de m'arriver. Et en même temps, tu vois, j'ai beau écrire une chanson, le lendemain, je me dis, je suis incapable d'écrire une chanson. Ouais, c'est dingue. Bah, c'est le caractère perfectionniste, j'imagine. Peut-être. Ce qui se passe dans tes tripes de OK, t'y crois pas la plupart du temps, et puis tout d'un coup, en fait, c'est une évidence à l'intérieur de toi. C'est une évidence, et c'est là où tu sens, en fait, les évidences, je pense qu'il faut les écouter. Tu vois, au moment où j'ai arrêté ce conservatoire, c'était une évidence d'arrêter. Il fallait que j'arrête. Même si autour de moi, ça semblait être un échec, ça semblait être quelque chose de pas bon pour ma vie. Bah, au final, tu vois, les évidences, quand je me dis aujourd'hui, c'est une évidence d'aller finir ce que t'as commencé, d'aller finir cette chanson, d'aller finir cet album, de monter sur scène, de pas t'enfuir parce que t'as hyper le track, c'est aller au bout, tu vois, pour moi. Mais aller au bout, quand ça semble évident, alors je dis pas que c'est facile tous les jours, mais ça semble plus, mais t'es aligné avec toi-même, voilà, quoi. exactement. Tu mais sens que tu forces pas, en fait. Tu t'es pas en train de forcer sur un chemin où tu sens que c'est pas là où j'ai envie d'être. C'est clair. Et puis, il y a des chemins qui sont compliqués, et pourtant, on sait qu'on est sur le bon Exactement. aussi. Parce que tu vois, il y a des trucs qui sont très durs. On vous dit pas d'arrêter dès qu'il y a une difficulté, mais parfois on le sent quand même que c'est le bon chemin, quoi. Ouais, tu sens en fait que t'es pas au bon endroit, tu vois. Mais même il y a des chemins qui sont plus faciles, mais tu sens quand même que t'es pas au bon endroit, quoi. Et puis comme tu dis, il y a des chemins qui sont très très compliqués, mais c'est ton chemin. Je crois que t'as besoin de challenge en plus, toi. Ouais, je crois. Je crois que je m'en irai un peu dans la vie aussi. Et puis je m'en mets des challenges, tu vois, c'est important. En fait, je me dis. Souvent les gens me disent, j'entends souvent ce truc de quand tu vieillis, t'as moins de projets. Enfin déjà l'arrivée à la vie d'adulte, moins de projets, enfin moins de rêves en tout cas. Et puis quand on commence à vieillir, bah écoute, le temps c'est trop tard. J'entends souvent c'est trop tard. Non. Qu'est-ce qui est trop tard? Le mec de KFC, il a connu la fortune à 70 ans. Hein. Je pose ça là. Non mais oui, tu vois, c'est parce qu'il a eu cette élan, j'aurais chippé, mais je peux pas t'aider, je sais pas chipper non plus. Mais tu vois comme quoi, il y a pas d'âge en fait pour avoir des rêves, pour avoir des projets, pour avoir des envies, des évidences en soi et se dire en fait c'est ça que je veux. Et tant pis si les autres ne comprennent pas tout de suite. C'est clair, c'est clair. J'ai un jour, je crois que je l'avais déjà raconté dans un autre épisode, mais j'étais vraiment bad sur un mec et j'approchais la trentaine et j'en parle à une pote mariée, 2 enfants, tu vois, je suis là, et elle m'envoie un screenshot incroyable, en plus d'un pauvre truc LinkedIn, tu sais, les gens qui t'écrivent des trucs, je déteste, mais ça, c'était super juste, de chacun à son fuseau horaire. Il y en a qui vont se marier très jeunes, on va leur dire que c'est trop tôt, mais en fait, ils sont sur leur bon fuseau horaire. Complètement. D'autres qui, à 40 ans, vont trouver l'amour de leur vie, jamais se séparer, enfin, tu vois. Ou connaître un dernier amour à 80 ans quand tu t'y attends vraiment plus, alors tu penses que bien sûr, mais le fuseau horaire. Ouais, ça franchement ça m'a très marqué. Chouette comme image, le fuseau horaire. Et je crois que de toute façon on a tous notre fuseau horaire dans chaque chose en fait, tu vois, en amour, dans le pro aussi, enfin tu vois, rien n'est aligné avec les autres et ça n'existe pas à tel âge il faut avoir fait ça, à tel âge il faut avoir fait ça. Mais il y a beaucoup de pression faire, quoi. pour ça, tu vois. À 18 ans, faut avoir son bac, à 30 ans, faut avoir déjà une maison, un CDI, enfin une situation. Je suis un peu dans la merde du coup. Oui, moi aussi, mais j'ai pas le CDI, merde. Mais tu vois, il y a quand même un truc où pareil, hein. Ouais, tu vois, je suis une ratée quoi. Alors disque d'or, c'est bien, mais t'as pas de ticket resto, tu vois. J'ai pas le ticket resto et j'ai pas tout ça et donc tu vois comme quoi on conditionne beaucoup les gens et je crois que ça que c'est dès l'école malheureusement, c'est très tôt qu'on nous dit bon bah ça c'est bien, ça c'est pas ce qu'on attend de toi.
Et finalement, ce fuseau horaire, on l'oublie totalement, tu vois, genre parce que à la fin, il faut qu'on entre dans des cases, dans des chiffres. Voilà, t'as 30 ans, il te faut ça. À 40, il te faut ça. Et tu peux être misérable et très triste parce que t'es rentré dans le truc. Alors que si tu suis ton fuseau horaire et que tu ressens ce que t'as ressenti d'être aligné, il y a une sorte de paix intérieure. Bien sûr. Je suis au bon endroit. Ouais, je crois que c'est ce qu'on cherche tous, tu vois. J'ai écrit une chanson sur le premier album qui s'appelle L'Insatisfait. Et justement, je parle d'un type, entre guillemets, qui a tout, tu vois, qui a une femme, des enfants, de l'amour, un job. Et en fait, il se sent mal. Il a tout, mais il se sent mal. Et je pense que cette personne, tu vois, que je décris, on peut tous l'être. C'est clair. Mais au moment où, justement, on s'est pas écouté, en fait, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Parce qu'il y a des gens, oui, qui finalement... ne sont pas heureux en couple, ou le sont, ou ne veulent pas d'enfants. Enfin, tu vois, ou finalement choisissent un métier où ils sont banquiers jusqu'à 35 ans, 40 ans, et puis il faut gagner de l'argent, il faut avoir une situation, encore une fois. Puis finalement, ils plaquent tout pour aller faire un CAP pâtisserie, tu vois. Et tout le monde là, c'est des malades. C'est des malades, mais il plaque tout, il était banquier, il avait la meilleure des situations. Pourquoi t'as fait ça? Pour faire des gâteaux au chocolat. Et en fait, non, je trouve qu'aujourd'hui, les gens comprennent un peu plus ce truc-là, un peu plus d'empathie, parce qu'on le vit tous au final, cet endroit où on n'a pas envie d'être, et où on te fait comprendre que, on peut pas toujours faire ce qui nous plaît. Ça, c'est vachement une phrase d'adulte. On est dans une génération mais quand même, où on peut choisir un peu plus. Veut. Alors que, à l'âge de nos parents, grands-parents, on n'avait pas ce choix. C'était. Nous, déjà, en tant que femme, déjà, on pouvait même pas travailler, déjà, pas voter, et il fallait demander à notre mari si on pouvait faire un chèque. Mort, hein. Mais même, tu vois, par exemple, mon papy était pharmacien parce que son père était pharmacien. Il était misérable. Ça, c'est d'une tristesse aussi, tu vois, ce truc aussi de, t'as eu ce modèle-là, ton père a fait ça, donc je fais ça aussi pour la fierté familiale, pour la fierté de rendre fier. Bien sûr qu'il y a des enfants qui regardent leurs parents et qui se disent il va falloir que je fasse pareil, ou récupérer. Enfin, on entend souvent des histoires comme ça de récupérer l'entreprise familiale. Alors que autant tu veux pas du tout faire ça, mais du coup c'est tu es renié de la famille parce que t'es ingrat quoi. T'es ingrat, nous on a construit tout ça et toi tu récupères pas tout ça, mais parce que encore une fois peut-être que cette personne a à l'intérieur son chemin, ses envies et ses élans quoi. Je comprends pourquoi aujourd'hui tu dis que sur le coup tu l'as vécu comme un échec, mais en fait ça a été une grande force. C'est t'as réussi à t'écouter plus tôt que certains, tu vois. Peut-être et à m'écouter, m'écouter puis me confronter aussi aux gens qui me faisaient comprendre que c'était pas le bon choix. Et encore une fois, aujourd'hui ce n'est plus un échec, tu vois. Aujourd'hui je le vis plus comme un échec, alors que pendant très longtemps je me suis dit de pas avoir terminé ce conservatoire, de pas être allé jusqu'au bout. C'était, j'ai retenu ce que les gens m'avaient dit. Et puis finalement, tu vois, quand je m'écoute moi-même, je me dis non, c'était juste une étape pour arriver vers la victoire. Ouais, ça t'a renforcé. Ouais, complètement. Mais ça, faut se dire que le temps fait les choses. On oublie parfois que le temps fait très bien les choses et que quelque chose qui se passe là. Peut-être que sur le moment tu te dis pas top et que tu regardes quelques années plus tard et tu te dis en fait c'était un moment clé sur tout ce qui s'est passé derrière. Alors oui, une porte qui se ferme pour moi, c'en est toujours une autre qui s'ouvre. Donc en fait faut jamais prendre les choses comme si elles étaient définitivement échouées quoi. C'est clair, non. C'est clair. Mais tu vois, je pense que tous les gens que tu reçois ici, à la fin, ils disent un peu tous la même chose, quoi. Il n'y a pas de victoire sans échec. Ah, mais c'est clair. Et je pense, pour aller plus loin, que les gens que je reçois, s'ils en sont là, c'est parce qu'ils ont échoué aussi très fort. Ouais. Parce que c'est de sacrés risques que vous prenez, parce que vous savez là où vous voulez aller, mais il y a aussi la possibilité que ça marche pas. Bien sûr. Et la force, elle est là, je pense. La force, elle est de se dire, de se relever après un échec, et en fait de se dire, j'ai pas encore tout essayé. Voilà, j'ai pas encore tout essayé. En fait, pour moi, l'échec, c'est de ne pas s'autoriser à recommencer. C'est clair. La peur d'échouer. La peur d'échouer de nouveau et de machin, c'est la pire. Et du coup, il y a des gens qui la vivent une fois et qui arrivent plus, en fait, à se dire, je veux plus revivre ça, donc j'arrête. Et non, genre vraiment, non. J'engueule ces gens qui, non, vraiment, allez-y, quoi, retentez votre chance, regrattez un ticket. T'es vraiment la preuve ultime de ça. Merci beaucoup, c'était c'est très chouette pour moi aussi. Là, on va aller faire des petites pointes et puis des petits pas chassés. C'est parti. J'espère que tu as pris tes pansements parce que ça fait saigner les pointes. J'ai peur. Merci. Merci à toi.
J'espère que cet épisode avec Suzanne vous a plu. Allez regarder son nouveau clip Clit is Good, vous verrez, il est trop stylé. Pour suivre les aventures de la leçon, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, et sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.